Nous sommes avec Franck Nataf, qui est le président du réseau de services à domicile OxyLife. Bonjour Franck. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter puis présenter le réseau? Absolument. Alors, moi, je suis d'abord un entrepreneur engagé, c'est-à-dire que ce qui a toujours conduit ma carrière, c'est le fait de travailler pour les gens avec une logique néanmoins industrielle. D'accord. Donc, à l'origine, moi, je suis ingénieur. Et à ce titre-là, du coup, j'ai commencé une carrière plutôt dans le conseil. Quand j'ai découvert l'aide à domicile un peu par hasard, je me suis dit deux choses. Un, c'est un chouette challenge parce que du coup, on aide vraiment des gens, aussi bien d'ailleurs pour partie nos salariés et surtout et avant tout des personnes qui ont besoin et qui ont envie de rester à domicile. Oui. Deux, à l'époque, en 2005, on était effectivement dans une logique purement d'insertion, donc de création d'emplois de personnes peu ou pas diplômées. Et on sentait bien qu'il y avait une aspiration de l'ensemble de nos concitoyens à aller vers une logique beaucoup plus de service et donc de qualité de service. Et donc moi, c'est ça qui m'a motivé à construire OxyLife. Et donc aujourd'hui, OxyLife, c'est 1200 salariés, pas loin de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et surtout, et c'est ça moi ce qui me fait me lever tous les matins, un formidable laboratoire d'innovation. D'accord. D'innovation, dans quel sens? Dans quel sens? Des exemples. Ouais, des exemples. On a été, par exemple, les premiers à construire un service autour de l'autisme. D'accord. Et on est encore aujourd'hui quasiment tout seul sur ce segment-là, avec un service construit en particulier autour de psychologues qui sont donc en interne et qui derrière permettent d'aider des familles avec des enfants, des adolescents ou voire des adultes autistes, d'avoir une vraie alternative à ce qui existait avant, qui était pour une grande partie le départ en Belgique, qui accueille beaucoup d'autistes français, ou bien l'établissement. D'accord. D'accord. Dans le réseau, est-ce qu'il y a un profil de dirigeants dans les franchises? Est-ce que vous cherchez un profil particulier? Alors nous, on n'est pas du tout en franchise, hein. Ah, Tout est, tout d'accord. est, Autant pour tout est moi. intégré. Tout est Voilà. intégré. Les profils qu'on cherche au niveau de nos différentes agences, c'est des gens qui vont avoir justement cette double dimension. Une dimension évidemment sociale, parce qu'on ne va pas dans ces métiers-là si on n'a pas un minimum de vocation pour aider les gens. Et deuxièmement, une logique néanmoins d'entrepreneuriat, donc d'investissement, aussi de savoir tout bêtement compter, hein, parce qu'on est dans des métiers aussi à très faible marge, et où du coup, il faut arriver à cumuler les deux. C'est ce qui rend difficile la tâche en termes de recrutement, ça c'est certain. D'accord. Dans 5 ans, le réseau sera gros comment? Ce qu'on vise à 5 ans, c'est une implantation nationale, déjà, et en gros, à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on a construit, c'est la moitié par croissance externe, l'autre moitié par croissance organique. C'est de continuer à s'appuyer sur ces deux moteurs qui sont extrêmement, un complémentaires et deux puissants pour continuer à se développer et pour constituer un des réseaux phares de l'aide à domicile des 10 prochaines années. D'accord. Les principaux challenges du service à domicile actuellement, c'est quoi? Alors, les principaux challenges, il y en a un qui vient à très court terme, qui est la future loi grand âge et autonomie. Et cette loi, ce qu'on en attend, c'est un vrai Big Bang. Un Big Bang à 3 niveaux. Un, sur la partie gouvernance. Deux, sur la partie financement. Trois, sur la partie organisation du système. Alors, gouvernance, on vient de créer, et c'est historique, hein, même si ça n'a pas fait tant de bruit que ça médiatiquement, on vient quand même de créer une 5e branche. A priori, elle va être pilotée par la CNSA, ce dont on se félicite. Alors moi, d'autant plus étant membre du conseil de la CNSA. Pourquoi? Parce que la CNSA, c'est surtout
et avant tout la réunion de l'ensemble des parties prenantes. On a des syndicats de salariés, des employeurs, l'État, les ARS, les conseils départementaux, plus l'ensemble des organisations qui opèrent dans le secteur. Ça crée une richesse en termes de débat et en termes de compréhension fine des choses qui est extrêmement importante. Et en termes de pilotage d'une branche de sécurité sociale, c'est essentiel que l'ensemble de ces parties prenantes soient associées. Deuxièmement, sur la partie financement. Aujourd'hui, sur la partie domicile plus particulièrement, on a en gros un taux horaire de l'APA, donc pour les personnes âgées, ou de la PCH pour les personnes handicapées, qui est en moyenne entre 18 à 20 euros. Ça fait 15 ans que je suis dans le secteur, ça fait 15 ans que j'entends, et c'est vrai, que c'est notoirement insuffisant. Ce que du coup on a proposé au niveau de la fédération, donc de la FEDESAP, dont je suis aussi vice-président, c'est de changer de braquet, de passer de ces 20 euros à 30 euros. D'accord. En général, ce qu'on nous dit, c'est « Oh là là, mais vous êtes complètement fou, vous allez dépenser tout l'argent de l'État. » La réalité, c'est qu'un service de soins infirmiers à domicile, un SIAP, aujourd'hui, à l'heure, ça coûte 33 euros. Donc, ce qui est choquant, ce n'est pas les 30 euros pour un SAD. Ce qui est choquant, c'est le différentiel qui existe aujourd'hui et qui est colossal, alors qu'on est sur des niveaux de diplôme relativement équivalents. Sur le troisième point, sur la partie organisation, il faut qu'on arrive à sortir d'un modèle de SAD et de manière générale dans le médico-social, des silos où on est sur du sanitaire, du médico-social, du social qui sont posés à côté. Il faut qu'on arrive à embarquer tout le monde dans des structures communes et globales. Et là-dessus, ce qui nous semble relever de l'évidence, c'est que le SAD, c'est l'acteur qui est le plus présent en termes d'intensité, en termes de nombre d'heures d'intervention auprès des gens. Donc, c'est au SAD de coordonner. La partie soins, qui aujourd'hui guide très souvent les choses, dans la vie d'une personne, ça représente entre 10 à 15%, même pour quelqu'un qui est extrêmement dépendant. Tout le reste, c'est sa vie quotidienne et c'est de l'aide. Et là-dessus, il faut qu'on arrive justement à coordonner l'ensemble de ces services-là, parce que c'est insupportable pour une personne âgée ou pour une personne handicapée d'avoir 50 interlocuteurs différents au long de sa journée. Il faut qu'on arrive à rendre ça cohérent et d'être en fait les guichets uniques d'une société inclusive. Donc, vous voyez les SAD comme guichet unique, organisateur de l'ensemble des éléments. Est-ce que ça veut dire que les SAD vont vont aller jusqu'à embaucher des personnels médicaux plus tard? Ou c'est juste la coordination dans votre vision? Moi, dans ma vision, on ne s'interdit strictement rien, au contraire. On est tout à fait persuadé de la complémentarité qu'il y a entre le sanitaire et le social, et on est tout à fait en mesure de le mettre en œuvre. D'ailleurs, au quotidien, un service d'aide à domicile, aujourd'hui, il est amené à travailler en coordination avec une infirmière libérale, un médecin de ville, sans avoir besoin même de les embaucher. C'est-à-dire que ce travail-là, il se fait déjà assez naturellement. Donc, avoir à l'intérieur des SAD, en effet, des fonctions médicales dimensionnées, avec un dimensionnement qui est correct, c'est tout à fait envisageable. Et au contraire, c'est même souhaitable pour avoir un accompagnement qui soit bien multidimensionnel. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui empêche de le faire dès maintenant? Qu'est-ce qui empêche de le faire dès maintenant? C'est les silos de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une logique de soins, d'un côté, qui est remboursée par la sécurité sociale. Deuxièmement, et on l'a vu par exemple sur les primes, les services d'aide à domicile qui sont, eux, financés en partie par les départements. Oui. Ce qui fait que la prime pour le sanitaire, elle a été versée de manière extrêmement simple. La prime pour les SAD, il y a encore entre 20 et 30% des départements qui ne l'ont toujours pas versée. Et ce n'est pas versé au même montant, ce n'est pas versé au même moment. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive de toute façon à avoir une politique qui soit nationale vis-à-vis de l'autonomie pour changer la logique qui prévalait avant, qui était la dépendance, c'était je compense des déficiences. Il faut qu'on change cette logique-là. Il faut déjà qu'on arrive à embarquer aussi bien les personnes âgées que les personnes en situation de handicap dans la même branche de la sécurité sociale, et qu'à partir de ça, on arrive à déconstruire un certain nombre
d'image d'Épinal qui existe depuis des décennies et qui convient de transformer. Quand vous dites que les services à domicile vont pouvoir, dans votre vision, coordonner l'ensemble des services, est-ce que vous le reliez à ce nouveau métier qui apparaît, qui est en train d'apparaître, qui s'appelle le care manager? Absolument. Est-ce que le care manager, c'est encore une structure extérieure, indépendante de toutes les vôtres, qui organiserait l'ensemble des éléments, ou est-ce que dans votre vision, on voit dans 5 à 10 ans les care managers salariés en fait, des structures des SAD? En fait, aujourd'hui, très concrètement, ce sont les SAD qui assurent ces fonctions-là de care management. Alors, elles ne sont pas nommées ainsi, elles ne sont même pas financées, voilà. Mais dans les faits, quand vous allez en tant que, par exemple, responsable de secteur, c'est-à-dire l'encadrant de proximité chez une personne, faire une évaluation à domicile, que vous constatez que, par exemple, sa douche n'est plus accessible et que ça risque d'être un problème pour faire une aide à la toilette, évidemment et ça se fait déjà aujourd'hui, qu'on va du coup aller chercher un magasin de matériel médical en lui demandant de pouvoir installer, alors soit une marche en plastique par exemple, soit de préconiser une refonte complète de la salle de bain. De la même manière, aujourd'hui, et contrairement à ce qu'on pense, on est en capacité de pouvoir accompagner à domicile des gens extrêmement dépendants, par exemple des personnes tétraplégiques, qu'on va accompagner H24 et pour lesquels, évidemment, on est amené à gérer l'ensemble de la coordination avec les services médico-sociaux de type SAMSA quand c'est des adultes ou CESAD quand c'est des enfants, aussi bien que la visite à l'hôpital, le rendez-vous médical ou même l'organisation de sorties en termes de loisirs ou de culture. Ça, concrètement, l'ensemble de ces tâches, c'est réalisé par les chefs de secteur actuellement. J'imagine que les besoins sont détectés par le personnel sur le terrain, les auxiliaires de vie, par exemple, mais le rôle de care manager, entre guillemets, c'est les chefs de secteur qui le réalisent à l'heure actuelle? Absolument. D'accord. Absolument. On a effectivement, alors chez Oxylife par exemple, on a créé une fonction, et d'ailleurs ça fait partie des sujets qui nous ont beaucoup occupés les 2-3 dernières années. On a travaillé avec l'association Les Transmetteurs de Xavier Manueli, le fondateur du SAMU social, pour créer en fait un diplôme qui à terme sera un niveau bac d'auxiliaire de vie coordinateur. D'accord. Chez nous, on a aussi bien des auxiliaires de vie coordinateurs qui vont faire un certain nombre de visites et qui vont participer à ce flux de care management, mais également les responsables de secteur, les chefs de secteur, qui au quotidien vont être amenés à se coordonner avec le CLIC, avec les différentes instances institutionnelles, les CLIC, les MAIA, sur le versant du grand âge, ou bien toutes les structures sociales qu'il peut y avoir autour de situations de handicap. D'accord. Quand on parlait du premier point, qui était le financement, et qu'on dit qu'effectivement, les conseils départementaux ils donnent environ moins de 20 euros, moins de 21 euros, et que vous demandez 30 euros, je vais vous provoquer un peu, c'est pour en avoir 25? Ou vous pensez franchement qu'on peut financer 30 euros? Parce que moi, en tant que citoyen, j'aurais tendance à dire, est-ce qu'il faut financer 30 euros chaque intervention, ou est-ce qu'il faut avoir un plus grand budget pour financer plus d'heures par personne? Ou est-ce qu'on va aller jusqu'au bout, demander à la fois plus de rémunération par heure et en plus d'heures? Alors, c'est pas pour avoir 25, parce que 25, c'est ce qui a été écrit dans le rapport Libaud. Ouais. Et ça, on l'avait dit même avant le rapport Libaud, que c'était notoirement insuffisant. 30 euros, on a fait une étude au niveau de la FEDESAP avec le cabinet EY qui permet de démontrer que même sans aucune transformation de l'offre, aujourd'hui, en réalité, une heure d'aide à domicile, c'est ça que ça vaut. Avec des gens qui sont payés dignement, c'est-à-dire pas sur les niveaux de rémunération qu'il y a actuellement, avec aussi des journées de travail complètes, des conditions de travail qui permettent à des gens de s'épanouir dans ces métiers et qui ont envie du coup de rester. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des conditions de travail telles qu'on a des turnovers qui sont... C'est incroyable le turnover qu'on peut avoir. La problématique étant qu'on est aujourd'hui entre le marteau et l'enclume.
Et donc, si c'est juste une petite réformette qui va nous amener en effet de 20 à 25 euros, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'on soit, et on a été capable de le faire. Hein. En 2002, quand on a créé l'APA, le volume d'aide, il a été apporté, et d'ailleurs l'augmentation des rémunérations qu'il y a eu à ce moment-là en termes de rattrapage pour les auxiliaires de vie, il a été extrêmement important. Ensuite, on s'est retrouvé bloqué en fait, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui sans rien du tout. Ce qui fait qu'en effet, en fait, on se retrouve exactement dans la même situation qu'il y a 20 ans, quasiment, et il va falloir encore faire un vrai rattrapage. D'accord. En fait, oui, pardon. Parce que pour ceux qui nous écoutent, il y a, bon, je vais prendre un exemple. Moi, j'ai un ami qui était auxiliaire de vie, enfin qui arrête ce mois-ci sur Lyon. Il a 35 heures, si vous voulez 35 heures, pour faire 35 heures, en fait, dans la journée, il commence à 7 heures du matin chez la personne concernée et il finit à 8 heures le soir parce qu'en fait, le temps de déplacement n'est pas payé, par exemple. Et encore, lui, il a un peu de chance, mais il est sur Lyon, donc les temps de déplacement sont un peu plus courts. C'est-à-dire qu'en fait, avec 30 euros, on finance une rémunération supérieure dans l'heure réalisée et on finance également les déplacements, j'imagine. Ça va de soi. Et c'est normal. Enfin, non, mais il faut la question. Hein. Je pose la question parce qu'on ne finance rien, donc pas les déplacements, donc on peut autant poser la question. Bien entendu, mais parce que, en fait, si vous voulez, les structures d'aide à domicile ont appris à faire avec 3 bouts de chandelle. Donc, d'une certaine manière, elles ont gagné en efficience économique de manière colossale par rapport à d'autres secteurs d'activité qui ont toujours fonctionné avec beaucoup plus de moyens. Mais aujourd'hui, on va vraiment dans le mur et il y a une vraie situation d'urgence là-dessus. Et il n'y a aucune profession dans laquelle, quand vous appelez un plombier, il vous facture son déplacement et c'est logique. Aujourd'hui, on se retrouve avec une situation où, peu importe l'unité d'œuvre, aujourd'hui, tout le monde parle en heures. Donc, on pourrait très bien avoir une heure de présence qui soit facturée, mais qui intègre naturellement, en effet, les déplacements. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les avocats facturent à l'heure. Néanmoins, il n'y a aucun avocat qui se plaint de ne pas être pris en charge de son déplacement. Pourquoi ? Parce que son taux horaire lui permet de le financer largement. Voilà. Nous, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que c'est tellement serré que c'est impossible de fonctionner de cette manière-là. D'accord. Dans 5 à 10 ans, comment est-ce que vous voyez ce service, ce secteur-là ? Dans 5 à 10 ans, on sera en plein début du baby-boom dans le grand âge. Ouais. Les baby-boomers, ils ont quoi ? Ils ont 76 ans, je crois, cette année ou l'année prochaine. Donc, en 2027, par exemple, on va arriver les premiers baby-boomers, la vague arrivée dans ce champ-là. Comment est-ce que vous voyez à ce moment-là les services à domicile, si tout va bien, selon votre vision ? Si tout va bien, la logique, déjà, c'est effectivement d'arriver à bouger les représentations qui font qu'on a un espèce de parcours de vie quasiment inscrit pour une personne âgée, par exemple. C'était encore le cas pour les personnes handicapées, mais ça a changé un peu avant. Où, quand vous êtes âgé, au bout d'un moment, vous n'avez pas le choix, vous allez en EHPAD. C'est une fatalité, voilà, vous allez en EHPAD. La réalité, et moi, je vous le dis encore une fois, c'est-à-dire que quand je vois le niveau de dépendance de certaines personnes dont on s'occupe, je me dis, oui, il y a des situations qui existent où effectivement, ça nécessite un EHPAD. Et probablement un EHPAD transformé, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que s'il y a un recul de l'âge d'entrée en EHPAD, c'est que les gens n'ont plus envie d'entrer en EHPAD dans sa configuration actuelle, hein, et qu'il faut pouvoir être en mesure de proposer des solutions alternatives réalistes, hein, et qui, par ailleurs, correspondent aux envies des gens. Donc, par exemple, de l'habitat partagé, par exemple, de l'habitat inclusif, qui intègre nécessairement de l'aide à domicile, mais aussi un niveau d'aide à domicile avec des personnels qui soient aussi beaucoup mieux formés. Et pour ça, il faut d'abord qu'ils soient un peu mieux reconnus, voilà, qu'ils soient en capacité de faire beaucoup plus de choses avec un niveau d'autonomie et un niveau d'initiative qui soit beaucoup plus grand que ce qui est aujourd'hui. Et par ailleurs, des structures qui ne soient pas juste de simples gestionnaires de planning, mais bien effectivement des vrais coordinateurs sur l'ensemble du quotidien de la personne.
on est en capacité, par exemple, de pouvoir, et ça personne ne le sait en général, mais chez OxyLife, en tout cas, on le fait de manière régulière, de pouvoir accompagner des enfants handicapés à l'école. On est en capacité, y compris pendant leurs heures de cours, on est en capacité de pouvoir accompagner des salariés handicapés à réaliser à pouvoir travailler dans des conditions normales, au même titre que tout un chacun. On est en capacité de pouvoir travailler sur l'ensemble des séquences, hein, sans être intrusif. C'est-à-dire que c'est aussi ça tout l'avantage de l'aide à domicile, c'est que c'est complètement adaptable. Vous avez un besoin plus fort à un moment, vous renforcez l'intensité d'intervention. Vous avez moins de besoins, en fait, la semaine d'après, vous divisez le nombre d'heures par deux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on licencie les gens, au contraire, ça veut dire qu'on les réaffecte ailleurs. Et donc, on a une agilité, une capacité à pouvoir accompagner justement cette croissance de la population âgée et handicapée, qui est beaucoup plus importante qu'avec des établissements où, quand vous avez figé votre établissement, c'est 80 places, le 88e, il est sur la liste d'attente. Nous, on est en capacité de pouvoir créer des emplois, et au fur et à mesure des emplois de plus en plus qualifiés, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille, qu'on sorte de l'image de l'aide ménagère à moitié illettrée, où en gros on lui rend plutôt service à l'employé plus qu'elle nous rend service, hein, pour passer dans une vraie logique qui est une vraie aide au quotidien, mais qui aide les gens à vivre normalement. Est-ce que vous voyez un rôle dans la santé connectée, dans le sens que je parlais avec un dirigeant d'un téléassisteur qui est très avancé sur la santé connectée, donc ils vont mettre des objets à domicile, par exemple des pèse-personnes ou pour les personnes diabétiques, d'autres types de produits. Est-ce que vous voyez un rôle dans ce champ en question, au minimum, que vous pourriez installer et valider, vérifier le bon fonctionnement de ce type de solution? Ça, on le fait déjà. Ça, on le fait déjà. Après, c'est-à-dire aussi bien en termes d'ailleurs de distribution qu'en termes même d'utilisation. Après, là, il y a une autre problématique, c'est effectivement la valeur d'usage en fait, de beaucoup de ces produits. Parce qu'il y en a beaucoup qui sortent, voilà, et au final, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ça relève beaucoup plus du gadget que de la vraie utilité. Donc, du coup, in fine, les gens, comme n'importe qui, hein, un gadget, vous l'utilisez 2 semaines et puis après vous le mettez de côté et puis vous l'oubliez. Mais donc ça, on le fait déjà. Ça, on le fait déjà. Et au-delà de ça, on peut en effet avoir des gains de productivité extrêmement importants en utilisant du numérique. Aujourd'hui, on est réellement, alors l'aide à domicile en particulier, à la préhistoire d'un point de vue numérique. Quand vous savez qu'il y a à peu près, on va dire, quasiment 30% du secteur qui fonctionne encore comme dans les années 70, avec une petite feuille imprimée qui fait signer à Madame Michu ou Monsieur Intel, papier, que derrière, en fin de mois, vous récupérez 2 dictionnaires et demi, et encore quand c'est pas 20, de feuilles de papier qui sont ressaisies à l'intérieur d'un système. Alors, ne serait-ce que cet exemple-là, qui est un pur exemple d'organisation, vous dites, il y a un champ extrêmement important. D'ailleurs, c'est pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, c'est ça qui m'a motivé. C'est de me dire, je pars d'un espèce d'âge zéro, en fait, quasiment. Hein, et j'ai envie de voir jusqu'où ça peut aller et jusqu'où on peut aller. Hein. De la même manière, sur, par exemple, les temps de trajet. Aujourd'hui, vous regardez au niveau logistique, par exemple, dans une entreprise de logistique, vous n'avez pas 30% de votre administratif qui est en train de gérer les plannings. Oui. Nous, au quotidien, c'est ce que font les gens, en fait. Donc, on peut avoir des outils numériques qui permettent de rendre les emplois plus attractifs, de rendre les gens, d'affecter nos personnels sur des tâches beaucoup plus intéressantes, à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Et c'est aussi comme ça qu'on arrivera à monter la qualité de service et en plus l'image qu'en ont les gens du service. D'accord. Est-ce que, autre sujet moi, qui m'intéresse depuis très longtemps, est-ce que vous voyez les services à domicile vendre des produits? Bon, bien sûr, vous pouvez commercialiser la téléassistance, j'imagine, mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans le sens que les services à domicile pourraient revendre des produits avec Damar, par exemple? Damar serait, par exemple, pour imaginer un catalogue co-brandé Damar OxyLife,
que OxyLife distribue ce catalogue et que OxyLife touche une commission sur tout ce qui est vendu dans le catalogue? Ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt? Alors, en fait, non, c'est des choses qui peuvent tout à fait s'imaginer. On a vu, par exemple, pendant la crise. Pendant la crise Covid, on a vu beaucoup de choses. On a vu, qu'on avait été les derniers servis en EPI, en masque, voilà, on a trouvé un certain nombre de solutions. Et que, évidemment, pour nos bénéficiaires qui, par exemple, n'en avaient pas, n'arrivaient pas à en trouver, au moment où c'était encore la pénurie, bah, évidemment, on leur a fourni. Donc, alors là, on leur a fourni gratuitement parce que c'était un geste de solidarité et que ça paraissait extrêmement naturel. D'un autre côté, au quotidien, on voit bien que du coup, c'est assez simple. À partir du moment où effectivement, on n'est pas là à faire des marques que peuvent faire les pharmaciens, par exemple, sur le matériel médical, et qu'on est bien dans un apport grâce à une négociation en volume, oui, évidemment qu'on a intérêt à le faire, même pour nous, en fait, parce que ça nous simplifie la vie. Cette notion de distribution, on peut le faire. Après, c'est vrai que, je vais vous prendre un exemple un peu trivial, mais on est sollicité tous les 4 matins par des téléassisteurs qui nous proposent qu'on distribue leur système en contrepartie de 20 euros. Bon, ça ne motive personne, en fait. Ça motive personne. On est dans un secteur sur lequel on a un modèle économique qui est extrêmement fragile, et en gros, on nous propose de faire des efforts commerciaux supplémentaires pour des produits où d'ailleurs on n'est pas toujours tout à fait sûr de leur efficacité, hein, pour aller gagner 3 cacahuètes en plus. Bon, bah, effectivement, ça ne prend pas. Et c'est bien ça toute la logique. C'est que nous, on est aussi là pour faire dans une logique sociale. Et c'est vrai que quand vous transformez une auxiliaire de vie, qui est avant tout un travailleur social, en, entre guillemets, un peu vendeur ambulant, bah, c'est un peu deux mondes différents qui se confrontent. Et c'est effectivement assez mal vécu d'ailleurs par nos personnels. En revanche, en effet, dans une logique d'accompagnement, de coordination, de pouvoir dire, bah, écoutez, madame, vous vous rendez compte, vous avez extrêmement froid chez vous. Voilà. Est-ce que vous connaissez cette solution d'Amar, voilà, par exemple, qui vous permettrait d'avoir chaud, y compris même quand votre poêle ne marche pas? Bah, oui, là, c'est effectivement quelque chose de plus efficace. Et en plus, c'est beaucoup plus fluide en termes de relations. Et c'est dans une logique de conseil, d'apport, d'expertise, plus que au fait, alors on a 2 damars, vous voyez, comme quand vous rentrez dans votre agence bancaire et on vous dit, bon, bah, au fait, d'ailleurs, vous avez oublié de prendre votre assurance habitation chez nous, votre assurance voiture, et si vous voulez, on vous monte un PE pour votre entreprise. Un autre élément de votre vision de l'avenir des services à domicile? Un autre élément, Oui. bah, en fait, l'autre élément, c'est il faut qu'on arrive à bousculer ces idées préconçues. Et par exemple l'habitat inclusif, ça, c'est une vraie solution qui peut amener le secteur à se transformer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'habitat inclusif, il est principalement traité sous un versant de promoteur. Donc, c'est-à-dire, je construis effectivement un bâtiment. Alors, pour l'instant, personne, enfin, à ma connaissance, hein, personne ne fait encore de défiscalisation comme ça peut exister dans les résidences-services ou comme ça peut exister dans les EHPAD. Hein. Mais on sent bien qu'il y a un moment ou un autre où il faudra bien y arriver. Et aujourd'hui, il n'y a aucun SAD, à ma connaissance, qui s'est penché sur la question de comment arriver à proposer une offre globale, y compris même sans la partie promotion immobilière. Parce que d'une certaine manière, nous, je vous prends un exemple, on parlait de Normandie tout à l'heure, à Cherbourg, on a effectivement une implantation qui est extrêmement forte. Il y a des quartiers de Cherbourg où on a 5 ou 6 personnes qui habitent littéralement à 15 mètres les unes des autres. Voilà, donc là, on n'a même pas besoin de reconstruire un habitat ou autre. On peut directement faire de l'habitat inclusif. Et aujourd'hui, le frein, c'est le département. C'est quand on va voir un département et qu'on lui dit au fait, bah voilà, là, on a 6 personnes qui habitent à côté. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mutualise une partie de leurs aides?
Alors, il y a des départements qui vous disent au contraire, allez-y, c'est très bien, génial. Hein. Et puis, vous avez plein de départements où on vous dit bah non, pas du tout. Alors, attendez, c'est quoi il y a quoi comme norme comment vous allez faire pour faire ça comment vous allez faire pour faire ci alors qu'en réalité, ce que souvent on oublie, hein, c'est l'APA et la PCH, c'est avant tout des allocations individuelles. Oui. Donc, on a envie de dire, en fait, pourquoi vous ne laissez pas, du coup, les allocataires faire ce qu'ils veulent de ça. Et d'ailleurs, il y en a un certain nombre. Les premiers habitats inclusifs, ils étaient gérés par des associations de parents d'enfants handicapés qui, sans même demander l'autorisation à personne, se sont dit, bon, bah voilà, on prend une colocation, on est d'accord, on paye une auxiliaire de vie, toi, t'en mets 3, tu mets 3 heures, moi, je mets 6, toi, tu mets 8, voilà. Au début, tout marche bien. C'est là où il y a besoin d'un opérateur. Au démarrage, tout fonctionne bien. La problématique, c'est quand il y en a un qui part pour raison XY, il déménage, voilà, c'est la vie, il trouve un travail à 200 km. Il faut trouver des solutions. Et c'est là où, effectivement, avoir un tiers un peu extérieur, ça permet de réguler tout ça. D'accord, d'accord. Un mot de conclusion. Un mot de conclusion, on est dans un secteur, dans l'aide à domicile, qui est effectivement assez peu considéré, mais qui néanmoins est extrêmement riche, alors, pas économiquement malheureusement, mais extrêmement riche en tout cas en termes de valeurs qu'il diffuse. Un, quand même la notion de se dire que tout un chacun, peu importe ses déficiences, doit être en capacité, et qu'on est là aussi pour accompagner ça, pour vivre dans la cité au même titre que tout le monde, hein, ça c'est quand même quelque chose qui porte en fait. Ouais. Deuxièmement, le fait de se dire on est dans un secteur qui doit se transformer et donc on doit passer nous, nos premiers clients, par exemple, ils nous disaient est-ce que vous avez une femme de ménage hein. La notion de femme de ménage auxiliaire de vie, complètement, ça n'existait pas. Donc de passer de cette cohorte de femmes de ménage pour arriver à effectivement hein, des équipes médico-sociales, y compris sanitaires, ça c'est extrêmement encourageant. Et donc maintenant, le mot de conclusion, c'est voilà, on n'attend plus que la loi pour y aller. En tout cas, nous, on est prêts voilà, et on a envie d'y aller. Quoi. Ça marche. Super, merci beaucoup. Franck Nataf, je rappelle que vous êtes président du réseau de services à domicile OxyLife. Merci beaucoup. Merci.